Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette conférence midi de l'IDEA, la première de cette année pour l'axe en éthique sociale et économique. Je me présente, mon nom c'est Jérôme Gosselin-Tappe. Je suis le tout nouveau responsable de cet axe de recherche. Puis donc, c'est un grand plaisir pour moi. C'est la première conférence que j'organise à titre de responsable. C'est aussi la première de cette année. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais simplement prendre le temps de reconnaître puis de rappeler que l'IDEA, même si c'est une conférence qui est donnée en ligne, l'IDEA, elle est située à l'Université Laval qui se trouve à la croisée de territoires ancestraux de 5 nations, en particulier la nation Wendat, Wabanaki, Innu, Atikamekw et Malécite. Maintenant, aujourd'hui, nous recevons Émilie Deschênes, qui est, en fait, c'est un grand honneur de recevoir Émilie aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est à la fois une chercheuse, puis une universitaire accomplie, puis une actrice de terrain, en fait, une personne avec une expérience de terrain énorme. Donc, vraiment, c'est quelque chose de rare, puis de très précieux dans le monde académique, puis on a la chance de la recevoir aujourd'hui. Elle est professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, spécialiste de l'éducation en contexte autochtone, et elle a notamment fait un postdoctorat en management interculturel au HEC qui portait entre autres sur l'insertion socio-professionnelle des personnes autochtones. Ses travaux actuels portent sur deux choses qui vont nous intéresser aujourd'hui. D'abord, les stratégies de décolonisation des institutions québécoises, puis ensuite la valorisation et l'inclusion des perspectives autochtones. Donc vraiment, encore une fois, je tiens à dire merci, Émilie, d'être présente aujourd'hui pour cette conférence qui s'intitule La mobilisation des connaissances pour l'élaboration des politiques publiques en affaires autochtones. Donc merci, je te céderai la parole dès maintenant. Merci beaucoup, Jérôme, puis merci pour l'invitation. Je te disais que c'est moi qui est très contente d'être là aussi. C'est comme je t'expliquais avant qu'on commence, ça, c'est pas mon champ principal. Donc, je l'ai pris comme un beau défi, puis on est là, puis on va essayer d'avancer là-dedans ensemble. On réfléchira en fait ensemble où on s'en va avec ça. Mais très, très contente d'être là. C'est drôle, Jérôme, parce que ça met un peu de pression. Je suis obligée d'être bonne aujourd'hui. Je vois aussi qu'il y a pas mal de monde que je connais. Fait que bonjour les personnes qui sont là et qui suivent. Je trouve ça le fun aussi de vous avoir, puis c'est toujours encourageant là, pour moi. Donc, aujourd'hui, je vais partager mon écran. Ce que je vous propose, c'est une réflexion sur la mobilisation des connaissances quand vient le temps d'élaborer des politiques publiques en affaires autochtones. Je vais attendre d'être certaine que vous voyez mon écran. On est bonne. Super. Donc, la recherche, là, au départ, on est 5 chercheurs, 6 chercheurs, en fait, avec moi. Et c'est une recherche qu'on a fait pour le FRQ, le Fonds de recherche du Québec, Société Culture. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est une large recension d'écrits sur la mobilisation des connaissances. Donc, qu'est-ce qui se passe là, quand on arrive à produire des connaissances et à utiliser des connaissances pour l'élaboration des politiques publiques? On était là-dedans. Sauf que là, je vous dirais quand même qu'on ne va pas passer à travers de ça. Moi, j'ai extrait une partie que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est quand même partiel là, comme résultat. La recherche est presque terminée. On va la déposer bientôt. Donc, il va y avoir aussi un rapport qui va être disponible là, éventuellement si vous voulez des suites de ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais vous montrer des objectifs que je vous fais très rapidement. On va faire une mise en contexte, éléments de pertinence aussi, là, mais éléments de problématique. Je pense que c'est important de bien camper. Puis, je prends une seconde aussi pour vous dire ici que si jamais il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas, c'est que ça reste un thème quand même, les autochtones, surtout en termes de politique, qui est pas toujours bien connu. Là, donc, n'hésitez pas à m'arrêter et à me poser des questions. On va voir le processus de mobilisation des connaissances en tant que tel, celui qui a émergé finalement des terrains de recherche aussi. C'est quoi la situation actuelle, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux dans ce contexte-là. Je vais vous amener à réfléchir aussi, puis ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est avoir une réflexion sur tout ce qui est éthique. C'est quoi la place, en fait, de l'éthique dans ce type de relations interculturelles, dans des dynamiques d'équipe entre eux. Ça vous va? Donc, 3 objectifs aujourd'hui. Donc, c'est des objectifs que j'ai pris de la recherche, mais que j'ai arrangés pour aujourd'hui. Donc, je voudrais que c'est la documentation là, pour mieux comprendre le processus de mobilisation des connaissances. On y réfléchit beaucoup, puis on trouve que ça fonctionne pas. Puis vous allez voir qu'on a plusieurs personnes autochtones aussi qui nous disent est-ce qu'on est vraiment considéré que ce que nos spécificités sont pris en compte autant qu'on produit les connaissances que quand on les utilise. Donc, on va essayer de regarder ça aussi, comment on peut se situer par rapport à ça. Puis ensuite, il y a toute la reconnaissance des répercussions des processus actuels. Parce que oui, il y a une situation actuelle, il y a une façon de faire, les gens fonctionnent d'une certaine façon, mais
c'est quoi les répercussions sur les communautés autochtones et sur l'acceptabilité sociale, entre autres, la légitimité aussi de ces politiques-là. Donc, et le troisième, là, je vous dis ça rapidement, c'est l'identification des pistes pour l'amélioration de la situation. Cela dit, numéro 3, je vais vous faire travailler un peu parce que vous allez déterminer des pistes avec moi. On est parti. J'aime beaucoup cette image-là. C'est une image que je présente. La majorité du temps, bon, vous savez, je suis en éducation, particulièrement en gestion d'éducation. Donc, je pense que ce type de conférence-là est d'abord éducative. Ce que j'aime, c'est commencer avec une pièce d'art autochtone. Et si vous avez une peinture de rue Oma, pardon, je le magane toujours ce nom-là, à Washish, c'est une peintre atikamekw. Et le titre de la toile ici, c'est, vous le voyez, il est écrit en atikamekw, c'est Kekwanka Wapataman. Et quand je regarde cette image-là, parce que le titre veut finalement dire qu'est-ce que vous voyez là-dedans, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, je serais curieuse un peu de vous entendre éventuellement, mais je l'ai mis ici parce qu'on a deux corbeaux, deux oiseaux. Les corbeaux, peut-être parce qu'ils sont noirs, je ne sais pas, mais elle me fait penser beaucoup à la représentation de notre société québécoise quand on fonctionne avec les Autochtones. C'est comme si on était dos à dos. Vous savez, l'idée, là, c'est souvent de se dire qu'on peut se tourner là, dans une état, je dirais plus symboliquement, qu'on peut se retourner l'un vers l'autre, se rencontrer et se connaître un peu mieux pour éventuellement être capable de travailler ensemble. Et je pense que dans les thématiques autochtones comme on a aujourd'hui, clairement, ça fait partie des solutions. Malheureusement, on n'est pas toujours prêt des deux côtés. Je vous dirais que du côté autochtone, je l'entends très souvent qu'ils sont prêts et ils veulent. Mais du côté des Québécois, souvent, il y a comme un pas qu'on n'est pas capable de faire. Puis je me pose souvent cette question-là en recherche du pourquoi on n'est pas capable d'y aller. Mais je pense qu'on doit peut-être mettre en place là, certaines choses. En tout cas, il faut avoir une réflexion collective. Peut-être qu'on en fait partie aujourd'hui là, en présentant. Donc, de façon générale, l'élément de contexte et problématique, c'est de dire que finalement, notre politique publique, elle a différents buts. Mais une chose certaine, c'est qu'elle joue aussi un rôle quand on parle de résolution des droits et des conflits. Parce que les politiques coloniales, en réalité, c'était aussi des politiques publiques. Donc, on en arrive aujourd'hui à quand un Autochtone, puis là, je généralise, on a quand même 11 nations au Québec, on a 11 façons de voir la vie différemment, on a 11 cultures, on a 11 langues, mais ici, c'est certain que quand on pense à politique aujourd'hui, comment ça sonne dans la tête, ça sonne beaucoup comme politique, colonisateur, paternalisme, et on ajoute les mots un après l'autre. Donc, certainement que de voir ou de revoir la politique publique d'une façon peut-être différente, mais en tout cas de se questionner par rapport à ça, c'est un des premiers pas à faire. Et de se rendre compte que ça a cet impact-là sur les Autochtones. Je dirais aussi, puis je l'ai écrit dans le carré, là, mais c'est évidemment une responsabilité des gouvernements aussi de le faire. Hein, donc, on en est là. Quand on élabore les politiques publiques, ça devrait permettre, et c'est là qu'on va partir sur nos problématiques, parce que malgré ce qui est écrit là, ça n'arrive pas toujours et ça ne le permet pas toujours. Il y a une question de pertinence culturelle. Pertinence culturelle, on va en reparler tout à l'heure, je vais juste les mentionner. On a la réduction du sentiment de marginalisation parce que veut pas avec une politique publique, si elle ne nous ressemble pas et si elle n'est pas conforme à nos spécificités, bien, ça se peut que je me sente exclue ou marginalisée parce qu'on ne prend pas en considération ce que je pense ou ce que je veux ou mes attentes ou mes questions ou mes besoins. Bon, évidemment, comme je viens de le dire, le caractère distinct des faits uniques, mais on a aussi toute la correspondance entre la culture politique autochtone et celle qu'on utilise au Québec. Comment on peut finalement s'assurer que ce soit cohérent ensemble en adéquation avec les besoins des destinataires des politiques, finalement. Et évidemment, ça a une visée de développement économique. On est vraiment dans cette approche-là aussi quand on pense aux communautés autochtones, une approche de développement social et économique. Cela dit, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des difficultés de représentation des besoins. On arrive avec des personnes qui, en bout de ligne, lisent une politique publique et ne s'y retrouvent pas. Okay? Donc, comment voulez-vous après qu'elle soit considérée légitime et acceptée socialement? Donc, c'est des politiques qui couvrent finalement peu, ou en tout cas, éventuellement mal, ces éléments-là spécifiques aux Autochtones. Et là, ça nous amène à des réflexions, parce que quand on a envoyé notre appel d'offres pour ce projet-là, on s'est aussi posé des questions sur de quel côté qu'on va le voir, c'est quoi notre perspective. Et là, on s'est dit, d'abord, c'est quoi ces connaissances-là qui sont mobilisées? Comment on fait pour déterminer lesquelles vont être utilisées? Comment on fait pour les produire? Qui les produit? Comment on se les approprie? Donc, c'est quoi la quantité de données qui est suffisante? Quand est-ce qu'on peut dire, OK, c'est bon? C'est quoi les exigences éthiques liées à ça? Donc là, vous voyez que comme beaucoup de choses, il a fallu focaliser éventuellement ça. Donc, avoir un regard sur ça, ou en tout cas, prendre un temps de réflexion sur tout ça, c'est
c'est nécessaire pour plusieurs raisons. C'est là ici que j'ai écrit que c'est d'abord de reconnaître, ça va servir de reconnaître en fait les défis uniques, là, les réalités des personnes. On parlait de marginalisation, mais c'est certain qu'on a des caractéristiques distinctives. De nation en nation, on a des choses qui ne se ressemblent pas et qui ne ressemblent certainement pas à ce qu'on fait, qu'on parle de structure ou de contenu par ailleurs. Je pense à la gouvernance, là, notamment autochtone, qu'on n'inclut pas non plus dans nos processus, dans nos façons de faire la mobilisation. Le reste, bon, un peu plus pour vous, là, ici, la reconnaissance des structures de gouvernance, on l'a mentionné, puis le potentiel de résorber des conflits, OK, hérités des politiques coloniales. Pour moi, c'est une des plus importantes choses pour ça. Le processus de mobilisation des connaissances. Là, je vous ai mis une réflexion en continu parce que ce que je vous propose là, c'est ce qu'on a fait après, je dirais, une recension d'écrits de presque 8 mois. On a vu presque 600 ouvrages et textes et on a ramené ça dans une séquence qu'on voit que ça se passe comme ça actuellement. Je vous montre. Ah oui, on a fait des entrevues aussi, des analyses en équipe. On a fait des entrevues avec les partenaires autochtones que vous avez vus en première page. On était avec la PNQL, le C3S PNQL. Il y avait aussi le CEPN avec Denis Paul-Louis. Puis, on avait le centre de regroupement, les centres d'amitié autochtones. Processus de mobilisation des connaissances, on l'a séparé en 5, puis après, on va en parler plus particulièrement des 5, puis de voir l'impact que ça a aussi là, sur les communautés, sur les membres des communautés. La première chose, c'est au niveau de la production des connaissances. On a des gens qui produisent ces connaissances, qui y sont. C'est là où ça va faire une différence aussi. Puis c'est quel type de connaissances qu'on essaie de produire. On va se poser la question. Vulgarisation, synthèse, partage. Donc là, on est vraiment en train de... j'ai produit des connaissances, je veux les partager, par exemple, à mes décideurs publics qui vont élaborer mes politiques. Comment je le fais? Dans quelle forme je leur envoie? Et comment je le partage? Et sur quoi je mets l'emphase, par exemple? C'est quelle accessibilité ou même est-ce que toutes les informations sont rendues et de la bonne façon? Et quand les utilisateurs reçoivent ces informations-là, ces connaissances-là, on peut se demander de quelle façon ils vont sélectionner parmi tout ce qui arrive. Parce que vous allez voir qu'on a quand même énormément de connaissances qui sont produites aujourd'hui en terrain autochtone, mais ce n'est pas nécessairement toute cette information-là, ces connaissances-là qui vont être mobilisées pour écrire les politiques publiques. Donc, on se demande comment ils vont faire pour les mobiliser, pour les sélectionner, mais aussi comment ils vont s'assurer que c'est en adéquation avec les besoins des destinataires. Et là, je fais une parenthèse sur les politiques publiques en tant que telles, parce que quand on lit les politiques, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de rechercher l'autochtone dans les politiques, mais je vous dirais que c'est pas toujours facile et souvent, c'est des mots qui sont raccrochés un peu partout à des fins de paragraphes. Là. On va considérer les immigrants, la diversité et les autochtones. Ben, c'est là qu'on se demande si les bonnes connaissances ont été sélectionnées. Parce que, veut pas, on a des personnes qui n'ont rien à voir avec la diversité ou avec l'immigration. On parle des premiers peuples, on parle des peuples fondateurs. Donc, à ce moment-là, il faut aussi considérer ça. Pour le transfert et l'appropriation des connaissances, c'est une chose aussi, parce que là, je sélectionne des données. Moi, je suis décideur public, je vais élaborer une politique. Je sélectionne des connaissances. Mais dans quelle mesure je peux me les approprier? Dans quelle mesure je peux les transférer pour leur utilisation? Dans quelle mesure, je vous dirais, on est capable de s'assurer que c'est en adéquation avec les besoins des destinataires? Mais étant donné que nos politiques publiques sont souvent, je vous dirais, c'est très rare qu'on va avoir des politiques publiques en affaires autochtones qui sont spécifiques aux affaires autochtones. On en a quelques-unes quand même. On va plutôt tomber dans une politique pour tous, avec un paragraphe à quelque part qui va nous dire en milieu autochtone ou en contexte autochtone, il faudrait porter une attention particulière aux besoins des populations. Cela dit, on n'explique pas comment le faire. Et la dernière, c'est l'utilisation des connaissances. Donc là, je suis toujours mon utilisateur principal, je vous en parle tantôt, mais c'est mon décideur public. Et là, je me demande comment je vais utiliser les connaissances. Donc, on parle vraiment de l'appliquer concrètement pour l'élaboration publique. Hein. Donc, l'utilisation est... Ça va tout ça? Maintenant, je prends une gorgée d'eau. La situation actuelle, ici, quand je parle de la situation actuelle, je veux dire comment les personnes à qui on a parlé se représentent la chose. Okay? Donc, il y a une part d'interprétation, mais je vous dirais que la majorité des choses, ce sont des choses qu'on nous a expliquées.
Et là, je ne veux pas vous mélanger. Fait que je vous dis, il y a 3 groupes d'acteurs. J'essaie d'être pédagogique, là, mais des fois, c'est difficile parce qu'on a plusieurs mots là-dedans qui se ressemblent puis qui touchent à des réalités quand même différentes. Quand je vous parle du milieu de la recherche, les producteurs de connaissances, ben, c'est les connaissances qui éventuellement vont être mobilisées par mes utilisateurs, mes décideurs publics. Mais en tant que tel, les producteurs, c'est souvent les milieux de la recherche, que ce soit des bureaux d'études ou que ce soit à l'université. À côté, on a l'utilisateur, donc on a réellement notre décideur public qui utilise les connaissances pour l'élaboration des politiques. Et éventuellement, on a notre destinataire, nos destinataires, qui sont les milieux autochtones. Les destinataires ne sont pas nécessairement en communauté. Donc, il y a des enjeux propres à ceux qui sont en communauté et des enjeux propres qui sont pour ceux qui sont en milieu urbain aussi. Et il y a 3 situations que je vais vous décrire. Je les ai mis comme ça pour qu'on se perde pas. Là. Donc, la première, c'est vraiment le processus dans son entièreté. Donc, si on veut voir qu'est-ce qui se passe avec le processus de A à Z, qu'est-ce que ça amène comme répercussion, qu'est-ce que ça amène comme enjeu et comment on pourrait le voir d'une autre façon. Ensuite, on va parler des utilisateurs et de l'utilisation des connaissances. Donc, ici, on est vraiment dans nos décideurs publics. Et après, on va parler de la production des connaissances. On est parti. Là, je vous ai fait, puis vous allez peut-être me trouver drôle, mais je pense que mon background d'éducatrice, en particulier de professeur, m'amène à vouloir faire les choses de façon pédagogique. Et là, j'essaye un truc que j'avais jamais essayé. Vous allez voir que je fais des animations sur les diapos. J'ai essayé d'imager des concepts. Et j'essaie de le faire notamment parce que en éducation avec les Autochtones, on essaie souvent de fonctionner comme eux ils veulent. Parce que si je demande, par exemple, à des étudiants de faire comme les Autochtones ou d'inclure en fait des perspectives des communautés autochtones, ben, il faut que je le fasse aussi. On est de prêcher par l'exemple. Donc, je dirais que c'est la première chose que je veux que vous notiez. On est vraiment là dans le processus entier. Je vous passe. Dans un premier temps, la première remarque, et ce qu'on s'est fait dire à différentes reprises, c'est que la circulation des informations, des connaissances était unique, était dans un sens unique. Ça veut dire qu'on produit des connaissances sans nécessairement ramasser ce qui se passe au sein de nos milieux autochtones. On envoie ça aux utilisateurs, les utilisateurs envoient ça aux destinataires, mais le flow n'est pas en continu. Là. Okay, c'est très rare qu'on va avoir des destinataires qui vont aller voir des utilisateurs. Aussi, on le fait, ça va être des périodes de consultation qui vont être plus ou moins efficaces ou productifs. Je vous expliquerai tout à l'heure. Deuxième chose, c'est la représentation. Okay, c'est-à-dire la représentation des Autochtones eux-mêmes, soit dans les structures ou dans les réflexions des gens. Donc là, je vous ai mis des petits bonhommes et des gros bonhommes. Okay? Les gros bonhommes, ça veut dire que j'ai beaucoup de monde chez les utilisateurs, j'ai beaucoup de producteurs, mais en tant que tel, les Autochtones, ils sont pas représentés. Et apparaît une frontière. Je l'ai appelé comme ça, la distance ou frontière. Je pense que c'est une frontière qui est autant éthique que philosophique, culturelle, certainement, mais c'est une frontière qu'on a de la difficulté à traverser. Je l'ai mis en tiret parce qu'il y a comme des... je pense que la frontière est quand même poreuse parce qu'il y a des choses qui rentrent et des choses qui sortent quand même, mais c'est un peu décousu. Donc, on a, oui, des connaissances qui arrivent, mais on les accepte pas nécessairement. Et vous allez voir tout à l'heure aussi, là, dans un point de vue, dans une perspective autochtone, comment on peut le regarder. Ça fait que nos destinataires se sentent marginalisés, okay, définitivement. Là. Puis c'est de cette façon-là, en disant, ben, finalement, oui, tu produis des connaissances, puis ils en produisent beaucoup aussi, les milieux autochtones, mais on ne les utilisera pas. Donc, quel message que ça envoie? On est là-dedans, puis on est dans de réfléchir à ça aussi. Quand on parle de reconnaissance, de philosophie là, ou d'approche autochtone, mais encore une fois, c'est les perspectives autochtones, qu'on parle de les inclure ou de les valoriser. On ne parle pas simplement de contenu ou de façon de vivre. On parle surtout aussi des approches, des façons de fonctionner, des modes de gouvernance. Tout ça fait partie des perspectives qu'il faudrait inclure dans nos processus. Et stratégie de partage ou mécanisme d'échange, le cercle cache un peu. Ici, c'est simplement de dire que quand on parlait de partage tout à l'heure des connaissances, mais c'est pas fluide. Ça se fait encore une fois dans le mauvais sens, puis on en arrive à des échanges qui sont d'abord non réciproques, et on a des échanges aussi qui amènent à dire, ben, à un certain moment, on consulte, on n'utilise pas, ou à un certain moment, ben, on va avoir un processus, par exemple, de régulation ou de suivi après l'implantation de la politique en question, puis on n'aura pas nécessairement une prise en compte de tout ce qui est arrivé pendant l'implantation, puis surtout, et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que même quand il y avait des périodes de régulation, de suivi, on ne réinvestissait pas ces connaissances-là dans les politiques.
parce que c'est des apprentissages. En tout cas, pour moi, ça m'apparaît un apprentissage important de dire la façon dont on l'a implanté, c'est ça, et la façon dont ça a été reçu, c'est ça. Et on s'ajuste par rapport à ça. On s'est rendu compte que ça se faisait pas. C'est bon? Vous suivez? OK. Ce que ça a comme répercussion, tout ça? OK, puis on est toujours dans le processus complet. C'est différentes choses, je vous dirais, puis j'en ai nommé quelques-uns, je vais aller un peu plus vite. Mais il y a toute la question de, quand je veux un petit moins, un petit plus, ça veut dire faiblement ou en grande partie. On a toute la question de la valorisation des perspectives, OK, processus connu, je viens de le dire. L'adaptation fréquente, ça veut dire que finalement, ce qu'on demande aux Autochtones, c'est d'être constamment en situation d'adaptation. Adaptation du milieu, adaptation de la langue, adaptation du contexte culturel, social du Québec, adaptation. Donc, ici, c'est vraiment à prendre en considération. Puis, on ne s'en rend pas tout le temps compte qu'ils le font et qu'ils s'adaptent. Mais on l'a noté à différentes fois. Et certainement que probablement que des connaissances vont être moins bien interprétées ou juste moins interprétées parce qu'on n'a pas les référents culturels pour le faire. Même dans le meilleur cas, on est très bien intentionné du côté des décideurs publics, par exemple. Ben, c'est certain que comment voulez-vous interpréter des connaissances qui arrivent d'un milieu qui est culturellement très différent du nôtre? Donc, il y a aussi ici une complexité. Quand je parle de bonne intention, c'est clairement le cas là, dans bien des cas, mais malheureusement, c'est pas suffisant, en fait. Oui, on a une bonne intention, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec cette intention-là? Puis comme la façon dont on l'adresse, c'est pas toujours idéal parce qu'on se rend pas compte en fait que notre culture est très différente de la culture de l'autre. On a l'impression qu'on va s'entendre, mais la bonne intention n'est pas suffisante. Il faut vraiment faire un pas de plus. Le pas de plus, j'entends par exemple s'informer davantage, aller acquérir des connaissances de différents milieux, okay, d'en parler avec eux, inclure des personnes autochtones aussi au processus. Ce que ça fait ici, là, évidemment, c'est qu'au niveau de la pertinence culturelle des politiques, c'est difficile. Quand je parle de pertinence culturelle, je veux dire qu'une fois que ça arrive en communauté, par exemple, ou même en milieu urbain, je comprends pas ce que j'ai devant moi, puis je comprends pas comment je peux le faire. Donc, c'est là où la pertinence culturelle est différente. En tout cas, elle est importante à inclure ici, mais on le fait pas toujours. C'est-à-dire qu'on va demander des choses qui n'ont pas nécessairement de sens sur le plan culturel pour les personnes qui sont les destinataires de tout. Et finalement, bien évidemment, tout ça, vous pouvez l'imaginer aussi, là, ça rend ça tout à fait complexe pour la majorité des communautés ou des membres. Et de façon plus importante, je l'ai mis ici en gras, vous avez la spécificité des politiques hein, qui n'est pas suffisante, qui n'est pas suffisamment approfondie en lien avec nos connaissances, en lien avec nos connaissances sur les Autochtones, mais aussi nos connaissances qui nous viennent des Autochtones, qui sont à et là, j'ai mis l'adéquation entre les politiques et les besoins des destinataires. Donc, ça ne correspond pas. On l'a presque toujours. La prise en compte des particularités des destinataires, on a des gens qui sont différents sur le plan linguistique et culturel, oui, mais aussi sur la façon de concevoir le monde, la vie. Si on prend les secteurs comme l'éducation ou la santé, il y a clairement des différences, mais elles ne sont pas nécessairement prises en compte. Puis ça, ben, nécessairement, ça va jouer sur l'acceptabilité puis la légitimité des politiques. Donc, on peut se rendre compte aussi que c'est un cercle. Parce que si je ne l'accepte pas, si ce n'est pas considéré légitime pour moi, je n'appliquerai pas nécessairement, je ne me conformerai pas nécessairement. Et là, ben, ça revient dans la société, on dit, bah, les Autochtones ne sont pas, etc., etc. Puis, vous voyez un peu le cercle que ça cause. J'en avais mis d'autres, les répercussions au niveau de la dynamique interculturelle. Repensez à mes oiseaux là, du début. Je pense que si on veut être capable de se retourner puis de se regarder, ben c'est là qu'on est dans une dynamique interculturelle puis qu'il faut peut-être réfléchir à comment on va le faire, puis collectivement, là, j'entends, mais aussi individuellement. Parce que là, présentement, la situation fait en sorte qu'il n'y a aucune réciprocité. La façon de faire fait aussi en sorte qu'il y a un rapport de force qui est là, qui est présent, qui reste. Et ça nous rappelle la colonisation et des éléments historiques, je pense que je l'ai dit d'ailleurs ici. Et la question du pouvoir ou des décisions qui n'est pas égale. Hein, c'est-à-dire que si moi, je me ramasse, si je me retrouve en situation de rapport de force, je sais que je n'ai pas cette marge-là pour décider. Mais les Autochtones le savent. Et donc, c'est là où ça joue aussi sur tout ce qui est la méfiance qu'on a depuis la colonisation. Et voilà, donc on parlait des processus de consultation tout à l'heure, puis c'est important, je pense que ça a été dit par tous les gens qu'on a rencontrés. On va faire des consultations, on va poser des questions, mais parfois on va inviter des gens
on veut une belle représentation. Donc, on va inviter 10, 12, 15 personnes à des périodes de consultation qui vont durer 1 heure et demie. Donc, chaque personne va pouvoir expliquer ses spécificités ou les besoins de sa nation, de sa communauté en 2-3 minutes. Donc, vous voyez que c'est pas nécessairement l'idéal. C'est un peu, il y a des périodes de consultation, en fait, ce que les gens nous ont dit, c'est qu'ils sentaient que parfois c'était 20. Je vais utiliser ce mot-là. Il nous dit que c'était des coups d'épée dans l'eau. On a l'impression qu'on est là et qu'on fait plus de sensibilisation des personnes plutôt que de réellement expliquer nos besoins et nos attentes de la qualité. C'est bon? Question là-dessus? Okay. Donc, producteur, on parlait du processus au complet. Là, je vous ai mis 7 producteurs en plus gros. Là. On a ici, je passe ma caméra, je m'excuse. On a toute la question de l'homogénéité des producteurs des milieux de la recherche. Et là, je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire de façon générale, nos producteurs qui produisent des connaissances et qui vont ensuite les partager ou les diffuser, c'est la majorité du temps des universités. On va le dire comme ça. Maintenant, ces universités-là, c'est aussi des institutions qui ont leurs propres contraintes, okay, qui ont leurs propres freins, je dirais, en matière de prise en compte là, de spécificités plus autochtones. Et c'est ça aussi qui va faire en sorte qu'on va s'éloigner encore plus de nos destinataires. Donc, comment faire pour s'adapter, pour s'ajuster? Ça reste des questions qu'on continue à se poser. Mais c'est majoritairement concentré dans des milieux non autochtones aussi. Pourtant, on a des recherches qui arrivent des autochtones, puis on en a beaucoup. Il y a beaucoup de recherches qui sont produites par les destinataires. Mais on les utilise simplement pas, déjà parce qu'on ne les trouve pas crédibles, on ne les trouve pas légitimes, donc on va simplement pas les utiliser. Ici, vous avez aussi la question de l'éloignement. Il y a des chercheurs qui sont sur le terrain, mais ce n'est pas l'entièreté. Des fois, ça reste théorique ou ça reste décollé des réels besoins de nous. Et c'est là que ça peut poser aussi conflit. On parlait de dynamique interculturelle tout à l'heure, mais on est là-dedans aussi. En C, je vous ai mis un petit quadrillé. Vous avez trouvé ça drôle, mais mon petit quadrillé, c'est de dire, en réalité, quand moi je suis chercheur, quand on est chercheur, puis qu'on réfléchit à quelque chose, on va souvent compartimenter puis ramasser un élément puis le regarder sous toutes ses facettes. Mais on a tendance à le faire de façon compartimentée, c'est-à-dire on oublie que cet élément-là fait partie d'un système et que chacun des systèmes interagissent entre eux, qui est une vision davantage autochtone encore ici, même si on le fait nous aussi. Donc, le côté de l'interdépendance des choses, la question de la vision holistique, je ne sais pas si vous connaissez la roue de la médecine, on pourra en parler aussi, mais ça devrait être davantage pris en compte et on le fait. Je vous parlais des connaissances qui étaient produites là, tout à l'heure, mais là, j'ai mis une petite ampoule. Là, le petite ampoule, c'est pour les idées, les connaissances. Il y en a beaucoup, c'est sûr, mais elles arrivent de façon tellement désorganisée et tellement pas ventilées, je vais dire tellement désagrégées, mais bon, en réalité, c'est qu'elles ne le sont pas agrégées. Donc, oui, on va avoir des données, mais on ne saura pas exactement c'est qui, c'est quoi, c'est quelle nation. On va amalgamer les nations ensemble, les besoins spécifiques, les attentes, et on ne va pas séparer, par exemple, les hommes et les femmes, etc. Quand on parle de ventilation, c'est ce que je fais dire. Ici, par contre, c'est très difficile parce que les statistiques au Québec, là, puis même au Canada, on n'en a pas. Okay, tout ce qui concerne les données sur les Autochtones, on n'en a pas. Puis c'est des gens qui ne participent pas nécessairement aux périodes de recensement, pour toutes sortes de raisons bonnes ou mauvaises. Vision universaliste, je t'ai mis un globe terrestre. Ici, c'est la pensée universelle que j'essayais de viser. C'est-à-dire qu'on va arriver dans un milieu, j'allais dire avec nos gros sabots, là, mais on arrive dans un milieu et on se dit, oui, moi je suis la sachante, je suis la savante, je suis celle qui sait, je suis dans la société majoritaire, qui est souvent appelée société dominante par ailleurs, on essaie d'arrêter de dire, mais on fait partie de la société qui connaît. Donc moi, quand j'arrive à quelque part, je sais. Donc, vous voyez un peu là, la pensée universaliste, qu'est-ce que ça peut impliquer ensuite, surtout sur le sentiment là, des Autochtones de dire, j'en ai des savoirs, puis peut-être que mes savoirs sont bons aussi. Est-ce que tu pourrais regarder? On fait inclusion d'autres savoirs, donc on parle des savoirs autochtones, mais il y a plein d'autres savoirs aussi qu'on inclut. En F, j'arrive, c'est la suite de la pensée, de la vision universaliste, c'est de dire, je considère le monde finalement comme une culture unique, mais surtout que je considère qu'il y a dans le monde des gens qui sont supérieurs par leurs idées et par leur vision du monde, de l'éducation, de la santé, etc.
Et ça nous amène d'ailleurs à une spécificité, une prise en compte, en fait, de spécificités locales qui se fait beaucoup moins. Donc, on va pas voir les différences entre chacune des nations. On va les amalgamer, je l'ai dit tout à l'heure. Chez les Autochtones, tout est beaucoup territorial, tout est localisé. On veut contextualiser tout ce qu'on fait. Ce qui est autour de nous, c'est ce qu'on veut décrire, c'est ce qu'on veut intégrer, c'est avec ça qu'on va comprendre la vie. Et c'est comme ça que notre culture, notre langue s'est formée également. Et si on est capable de transférer ça au processus, si on est capable de transférer ça à nos approches aussi philosophiques, épistémologiques d'ailleurs en production des connaissances pour les recherches, si on était capable de davantage contextualiser, on toucherait certainement mieux ou plus les connaissances autochtones. Ah oui, là, le H, je vous ai mis un soleil là, pour le rayonnement de la recherche, le rayonnement des connaissances. C'est-à-dire que oui, il y a plusieurs choses qui sont produites, autant des destinataires autochtones que des producteurs du milieu de la recherche, par exemple, mais la vulgarisation ne se fera pas pour tous les milieux. Donc, si j'ai des connaissances produites, pardon, et que j'essaie de les partager, de les vulgariser, je vais le faire pour un public seulement. Donc, oui, je vais l'avoir vulgarisé pour que les décideurs publics les lisent, mais là où j'en arrive, c'est que finalement, la synthèse ou la façon de le vulgariser n'est pas du tout accessible pour les Autochtones. Ils ne comprennent pas plus la synthèse ou la vulgarisation qu'on fait que les connaissances brutes, parce qu'on n'a pas juste pas la même façon de voir, de considérer. Ça s'applique aux recherches, mais ça s'applique aussi à peu près tout ce qu'on fait sur le terrain. Coproduction des connaissances, il y en a. OK, puis là, j'ai mis un X, là, mais j'aurais pu mettre un demi-X. De plus en plus, il y en a. Et de toutes les façons qu'on fait de la recherche avec les Autochtones, aujourd'hui, on n'a pas le choix d'avoir des personnes autochtones dans nos équipes de recherche. C'est une très bonne chose. Bon, le J, ça a été nommé par plusieurs personnes. Je l'ai écrit là parce que on parlait d'éthique là tout à l'heure, mais je pense que ça peut toucher aussi l'éthique. Je pense qu'on peut le réfléchir de cette façon-là. C'est de se dire qu'il y a beaucoup de connaissances aussi qui sont produites par commande, disons-le comme ça. C'est-à-dire que je vais instrumentaliser finalement mes connaissances pour pouvoir en faire ressortir ce que moi je veux. Donc, c'est-à-dire, si moi j'ai une question, c'est que je vous demande au milieu de la recherche, si je fais un appel de proposition, par exemple, sur un sujet particulier, ça devient tellement particulier que, à la limite, les connaissances que je vais utiliser vont être instrumentalisées simplement pour confirmer ou pour valider la pensée que j'en ai. Et finalement, je vous ai mis ici l'uniformité des manières de produire. Parce qu'il n'y a pas seulement les connaissances qui vont devenir finalement, j'allais dire uniforme, c'est pas vraiment le cas, là, mais les connaissances vont se retrouver dans un certain mode de présentation qui vont se retrouver à peu près égales. Mais c'est vrai aussi pour les façons de le produire. Donc, la façon dont je produis les connaissances est également à décoloniser, je vais le dire comme ça. Là, je t'ai mis c'était quand même assez difficile de trouver une image pour uniformiser. Donc, qu'est-ce que ça a les répercussions de la production, la façon dont la production est faite, qu'est-ce que ça a comme répercussions sur tous? Et là, je vous explique. La première conséquence, la première répercussion, c'est qu'on amalgame. On amalgame les spécificités. Le fait de ne pas avoir finalement de différence entre chacune des nations, pour cet exemple-là, fait en sorte que la politique est finalement présentée, mais pas considérée légitime, pas acceptée par le public parce qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Il y a toute la question de la reconnaissance de la validité des connaissances produites, parce que tu sais, j'ai un producteur en qui je ne fais pas confiance, puis après j'ai un utilisateur en qui je ne fais pas confiance. Ben, ça va être difficile après de dire, faire confiance aux connaissances qui sont produites et utilisées. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ici, la légitimité des producteurs, là, ça va ensemble. J'ai rajouté, respect et acceptabilité, ça l'a été dit, mais l'interprétation des connaissances sont aussi remise en question. Donc, si moi, je fais face à tout ça, à ce processus-là, je suis autochtone, puis que je ne fais pas confiance à la production, donc aux producteurs, j'ai de la difficulté à voir ce qu'ils vont sortir à comprendre, en fait, la façon dont ils vulgarisent les connaissances. Quand j'en arrive à vouloir les utiliser pour élaborer des politiques publiques, que je vois, en fait, les gens les utiliser, que je me ramasse à la fin, puis je ne sais pas comment vous voulez, après tout ça, avoir confiance à la politique, vous dire, OK, oui, je vais dominer. Et l'adéquation des connaissances, on en parle aussi.
Ça va pour la traduction? Parce qu'après, c'est bientôt à votre tour de jaser. Fait que je parle de l'utilisation des connaissances, puis après, on va faire un point, puis on en discute. Oui, oui, ça va, mais je ne sais pas, Émilie, si c'est possible, peut-être de te rapprocher un peu du micro parce que je te perds un peu par moment quand tu t'éloignes trop. Oui, Merci. je vais valider que je suis sur le bon micro, en fait, pendant que je parle. Ça va être beaucoup mieux comme ça, je pense, Jérôme. OK, c'est bon, parfait. C'est-tu mieux? Oui, oui, ça me semble bien. OK. Je pense que c'était le micro de l'ordinateur qui prenait au lieu de prendre mes écouteurs. Donc, on part. Ici, encore une fois, je vous ai remis des petits dessins là, pour l'exercice pédagogique. On parle vraiment de l'utilisateur. Donc, si on est vraiment dans mon cercle bleu là, que j'ai mis plus gros, on a nos connaissances, on a nos décideurs. Première chose, la première réflexion, c'est la difficulté liée à l'appropriation et au partage des connaissances. J'ai des décideurs publics qui se retrouvent avec une quantité de données incroyable, mais qui ne sont pas capables de s'approprier ou les connaissances qui peuvent leur servir et qui vont leur servir, ou celles qui arrivent de milieux, par exemple, comme les destinataires autochtones. Ça va arriver des milieux autochtones, mais je ne peux pas me les approprier non plus, parce que si l'un manque de référents culturels pour le comprendre, l'autre aussi. C'est une situation qui est quand même difficile. Tout ce qui est diversité d'origine, les sources, la nature des connaissances utilisées. On est toujours là-dedans parce que, puis on le disait d'entrée de jeu tout à l'heure, mais nos connaissances arrivent d'un seul producteur, ou presque, on connaît un seul milieu. La source et la nature des connaissances utilisées, ben, on n'en est pas certain. En tout cas, comme personne autochtone, quand je regarde ça, j'en suis pas certaine. Est-ce que je considère aussi les modes autochtones d'utilisation des connaissances? Est-ce que j'ai introduit en fait, j'ai inclus très, très peu, les autonomes sont très, très peu inclus dans l'élaboration des politiques publiques. Ce qui va arriver la majorité du temps, c'est qu'on va écrire un premier draft, un premier brouillon, on va leur soumettre, on va leur demander de lire, on va leur donner une jour, puis on va revenir avec eux, ils vont avoir une heure pour nous entendre. C'est difficile après ça de dire qu'ils vont participer à l'utilisation des connaissances ou à l'élaboration des politiques. Donc, vraiment, encore ici, ma ligne rouge, là, c'est encore une espèce de frontière qu'on dresse là avec le reste des gens. Et ça, ben, nécessairement, étant donné qu'on accorde très peu de valeur aux crédibilité aux connaissances autochtones, donc, ça revient à notre idée de l'universel ou de l'universalisme. Parce que si je suis certain de toute façon de savoir c'est quoi la connaissance avec un grand C, pourquoi j'irais chercher des connaissances que je juge, moi, inférieures, que j'infériorise? Et en infériorisant de la valeur des connaissances, on infériorise aussi les personnes qui la produisent, malheureusement. Donc, on va finalement très peu utiliser ces connaissances-là qui sont produites par les milieux. J'ai remis mon expo, je vous voyez qu'on n'en parle pas souvent. Quand pourtant, il y a des connaissances qui sont produites en grand nombre du côté des destinataires, du côté des autochtones, mais elles ne se rendent pas, on les utilise. Donc là, j'ai mis des flèches pour dire oui, il y en a plusieurs, mais elles ne traversent pas, très rarement. J'ai enlevé les parts, en fait, c'était ça l'idée derrière. Et ça, mais ça fait en sorte que entre les connaissances qui sont produites puis par les destinataires, puis les connaissances qui sont produites par les milieux de recherche, ben, c'est difficile que ce soit cohérent. C'est difficile de dire, ben, j'ai répondu aux besoins de l'un sans utiliser ce que lui produit comme connaissance. Si vous réfléchissez, là, je ne sais pas si votre niveau de connaissance par rapport aux communautés autochtones, mais on s'en rend compte qu'on est sur le milieu aussi, là, qu'on est avec ces gens-là, où on produit même des connaissances nous-mêmes. On s'en rend compte qu'on n'avait pas besoin de ce projet-là pour le savoir. Il y a finalement en G, un petit peu, il y a finalement en G un réinvestissement des connaissances. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt, excusez-moi, il y a très peu de réinvestissement des connaissances, finalement, c'est ce que je voulais dire. Fait que, on a tout notre processus qui est généré, qui est fait, on régule, etc. Puis les connaissances qui en ressortent, en tout cas, les informations qui en ressortent devraient être aussi une source de connaissances, mais on les utilise. Bon, là, vous allez moins m'aimer parce que j'ai fait moins de pédagogie dans cette partie-là. Il y a plus de texte, OK? Mais on va le regarder ensemble, puis on va prendre un par un. Donc, on a 3 objectifs. Là, en fait, quand on parle de prospective, ce que j'entends, c'est OK, maintenant, on fait quoi? On connaît la situation, on s'en va vers quoi? Et je voudrais qu'on en ressorte plusieurs choses. Ce que je vous ai mis là, c'est les 3 objectifs qui sont revenus le plus souvent et qui peuvent, par exemple, englober plein d'autres. Et on va le voir tout à l'heure. Premier, c'est la visée d'autodétermination. C'est un peu ce que tu
Jérôme, dans des mots différents, mais c'est ça qui est fait pour moi, toute la question de la décolonisation. Donc, la décolonisation, c'est hyper difficile à comprendre. Pour la majorité des gens, quand on parle de décolonisation, ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce que c'est. Souvent, on va confondre avec la décolonisation, par exemple, des groupes africains. OK, où finalement, le colonisateur est parti, et là qu'on se retrouve dans une structure ou dans un milieu qu'on doit décoloniser, mais c'est complètement une autre forme de décolonisation par rapport à la nôtre, où le colonisateur est toujours là et où le colonisateur fait encore des pressions sur les populations. Donc, on parle aussi de décoloniser pas seulement les contenus et les façons de faire, mais c'est aussi philosophique, c'est aussi une question d'approche, de structure institutionnelle, comme on disait tout à l'heure. Je vais vous donner des exemples après. Et le troisième objectif, ben, clairement, on est dans la prise en compte des contextes qui entourent les situations. Tantôt, j'ai mentionné le contexte historique ou socio-historique. C'est la même chose pour tous les contextes. Puis il y a quelque chose qui est ressorti de façon importante dans cette recherche-là, et c'est-à-dire que tous ces contextes-là agissent sur le processus de mobilisation des connaissances de façon, je dirais, assez fondamentale pour dire qu'on a besoin on a absolument besoin de tenir compte de tous ces éléments de contexte-là à travers nos démarches, à travers les éléments de prospective. Numéro 1, et là, je vous dis, j'ai mis plus de texte, là, mais je vais essayer de vous résumer ça assez facilement. J'ai le respect des besoins, des volontés, des demandes, hein, parce que l'autodétermination, c'est aussi une demande qu'on a des gens autochtones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les écouter, ça veut dire qu'on peut nuancer des discours qui sont parfois trop tranchés, trop tranchants. Ça veut dire du temps, puis ça veut dire de la confiance. C'est du temps, on dit toujours, ah, j'ai pas le temps. Quand c'est question des Autochtones, on n'a pas le temps, puis il y a toujours cette réflexion-là de dire, ben, est-ce qu'on peut prendre le temps, justement, de le faire? Tout ce qui est soutien en matière de ressources, souvent, on pense que ben, s'ils sont autodéterminés, ils devraient payer pour eux-mêmes. Ce qu'on entend, là, ben non, pas nécessairement. Puis il y a des exemples aussi à l'international pour voir que c'est de faire, oui, il faut continuer à soutenir les communautés, les nations, même si elles sont autodéterminées ou même si elles visent l'autodétermination complète et qu'elles ne l'est pas complètement aujourd'hui. L'exemple du Panama est intéressant pour ça, parce qu'au Panama, les communautés autochtones, il y a une nation autochtone qui habite sur des îles assez touristiques, et ces gens-là continuent à être subventionnés par le gouvernement pour tous les secteurs, mais se retrouvent complètement autodéterminés. Donc, ils décident de tout pour eux. On a des autodéterminations ici qui ne sont pas complètes, là, mais il y en a quand même. Quand on parle, par exemple, des écoles de bande, ça reste des écoles qui vont être gérées par la bande, mais pas complètement, là, puis avec des contraintes aussi en matière politique, économique. Je parle aussi ici d'élaboration des politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autodétermination? En bout de ligne, ça veut dire que c'est eux qui élaborent leur propre politique pour eux, puis selon leurs besoins. Souvent, les Autochtones vont nous dire, ben, on veut le faire, puis on veut le faire de façon tellement localisée qu'en réalité, il pourrait éventuellement y avoir des politiques pour chaque communauté, et non pas pour chaque nation. Ici, je vous apporte la différence aussi entre des communautés qui habitent, si on prend les Inuits, c'est un bel exemple, il y a des Inuits qui habitent sur la côte du Golfe, il y a des Inuits qui habitent près de Shefferville. Donc, on a des façons de penser différentes, puis des façons de fonctionner différentes. On n'arrive pas du même territoire. Donc, dans la logique de ce que je vous disais tout à l'heure, de tout se définir en lien avec ce qui est autour de moi, ben, la politique publique aussi, là, dans une mentalité autochtone, dans une vision autochtone. Là, j'ai mis co-élaboration, c'est-à-dire si je ne suis pas prête à une autodétermination complète, ben, est-ce que c'est possible de co-élaborer des politiques? Est-ce que c'est un pas suffisant là, pour commencer, pour s'en aller là? Je dirais qu'ici, je vous ai rajouté 2 éléments, c'est-à-dire avant là, de peut-être d'en arriver là, ben, peut-être qu'il faut réviser, peut-être qu'eux doivent nous dire s'ils sont prêts, s'ils sont rendus là, si leur structure de gouvernance sont adéquate et assez forte pour ça, leur capacité et leurs compétences aussi. Parce que c'est pas non plus à nous, puis là, on est dans un point de vue de colonisateur encore, mais c'est pas à nous à leur dire quand est-ce qu'ils sont prêts. Vous savez, la nuance, ça revient à du paternalisme de leur dire, ben maintenant, je vous donne votre autodétermination, c'est comme contre-productif. On parle de créer des espaces d'autodétermination, ça veut dire de créer des lieux où on peut, c'est pas physique, là, c'est symbolique, mais créer des lieux où on peut se retrouver, discuter, voir c'est quoi qui est conciliable. On parle beaucoup de réconciliation là, depuis 7 ans. Qu'est-ce qui est conciliable réellement en des visions de faire? Qu'est-ce qui peut être commun à l'échelle d'une province ou d'un pays? Et qu'est-ce qui doit être séparé et individualisé selon les communautés et les nations? Et finalement, j'ai mis la vidéo sur l'écran, l'entièreté du processus. Donc là, on est revenu dans notre processus de mobilisation des connaissances, évidemment, mais ça devrait, que ce soit pas logique que ce soit les Autochtones qui produisent leurs propres connaissances,
que ce soit eux-mêmes qui les utilisent, puis qui les sélectionnent, et qui se les approprient, parce que ça, là, ils ont les références, la capacité de les comprendre, et qui produisent finalement, qui élaborent les politiques. On est dans cette logique-là quand on parle d'autodétermination. Vous voyez qu'on n'est pas encore là au Québec, c'est clair. Et quand je parle de dispositifs pérennes là, ou permanents, c'est que oui, il y a des initiatives qui ne sont pas complètes, mais oui, il y a des initiatives. Cependant, c'est des tentatives et ça a toujours un début et une fin, malheureusement. Accompagnement. J'aurais même pu mettre 3 plus, c'est-à-dire d'être à côté, d'accompagner, de soutenir, de fournir des ressources. Ça ne veut pas dire d'intervenir et de le faire à leur place. Voilà. Gardez ça en tête. Je ne vous pose pas la question tout de suite. On va le faire tout à l'heure. Je vais voir nos 3 objectifs. Le deuxième, c'est la décolonisation. C'est très, très large, la décolonisation. Là, je ne veux pas vous faire un portrait de la décolonisation de façon générale. Je vais vous faire un portrait de la décolonisation dans ce contexte-là particulier d'élaboration des politiques publiques. La première chose, je vous dirais, c'est de transformer nos méthodes. La décolonisation, c'est de se rendre compte déjà de ce que je fais, de me rendre compte des répercussions sur l'autre de ce que je fais, surtout du rapport de force, en lien avec, justement, si on est dans l'élaboration des politiques, mais on est aussi dans la mobilisation des connaissances. Donc, je me rends compte que ce que je fais n'est pas acceptable, voire pas accepté. Je ne peux pas aller plus loin dans la spécificité des Autochtones. Donc, on considère que les éléments historiques ont des effets. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est clair que toute la méfiance que les politiques publiques ont engendrée dans les 100 dernières années a un impact aujourd'hui sur l'élaboration des politiques, en tout cas sur l'acceptabilité sociale de ces politiques auprès des Autochtones, c'est sûr. Ils se sont tellement fait flouer, là, pour le dire comme ça, que quand ils arrivent là, ben, veut pas, ils reprennent une politique. La première chose, c'est de la méfiance. Là. Ils vont lire les lignes et ils vont dire, ah, OK, c'est vraiment ça? Je ne sais pas ce qui est évident. Là, je fais une généralisation, c'est pas vrai pour tout, c'est pas vrai pour tous les secteurs, c'est pas vrai pour tout. Reconnaître les besoins, okay, ça aussi, ça fait partie de la décolonisation. Les modes de fonctionnement, les processus, on vient de le dire, puis l'impulsion des perspectives, des connaissances, la revitalisation des langues. Vous comprenez qu'on est vraiment dans redonner la force, redonner la détermination, laisser les gens qui attendent. C'est drôle parce que je viens juste de vous dire, c'est pas à nous de décider que c'est le temps puis qu'on leur donne ça, mais vous comprenez derrière la réponse. J'ai mis si on ne veut pas leur donner la possibilité de s'autodéterminer, c'est souvent parce qu'on dit qu'ils n'ont pas les capacités de gouvernance nécessaires. Et en réalité, c'est pas parce que c'est différent et qu'ils le font différemment qu'ils n'ont pas ces capacités-là. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se questionner là-dessus aussi, j'ai l'impression, de se décoller et de dire, ben, c'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est juste qu'ils font qui est différent de la façon dont nous on fait. On va essayer de réviser aussi tous nos critères d'évaluation de la légitimité de certaines sources ou la nature aussi des connaissances. C'est de dire, ben, aujourd'hui, une politique est légitime parce que, ou elle est crédible parce que, mais en réalité, la raison qui est en arrière de ça, ben, ça ne s'applique pas toujours au début. Rompre avec l'universalisme, puis, ça, c'est vraiment pas évident. Puis, vous savez, je suis dans un milieu universitaire, comme plusieurs d'entre vous, mais quand tu as un doctorat et tu es professeur à l'université, souvent, tu penses que tu es un sachant aussi. Tu es tellement calé dans ton domaine que tu finis par dire parce que je dis c'est vrai, puis ça marche. Et je dirais que c'est dans ce lieu-là où on devrait produire les connaissances de façon éthique, justement responsable et absolument sans partie. C'est souvent dans ce milieu-là où j'ai rencontré le plus de pensée universelle, d'universalisme, comme ça, au niveau des approches, des méthodes, des savoirs. L'institution universitaire demeure un grand frein, une contrainte pour beaucoup de choses. On essaie de le changer, mais ce n'est pas si évident. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. On ne fera pas entendre les questions tout à l'heure si on n'a pas d'intervention. Toute la question de la subjectivité des connaissances produites, c'est-à-dire on peut relativiser de ce qu'on reçoit et de ce qu'on trouve comme connaissance, de dire qu'il y aurait une certaine subjectivité là-dedans, que ce soit au niveau du global versus local, que ce soit au niveau d'une culture ou d'une autre, etc., de se dire tout est relatif. De mettre plus d'Autochtones, d'embaucher, puis de prendre en considération plus de pensée des Autochtones en les incluant. C'est-à-dire il y a très peu d'Autochtones qui travaillent aujourd'hui au sein des ministères et encore moins dans les directions où on va travailler sur des politiques. On va collaborer là, pour des politiques publiques en affaires autochtones. C'est nécessaire dans la prise de décision aussi. Puis finalement, je parle d'innovation sociale, c'est un peu un buzzword, là, ces temps-ci, on en parle souvent depuis une dizaine d'années, mais c'est ça pareil. En réalité, ce qu'on veut, c'est innover socialement dans ce contexte-là qui est politique.
Puis j'ai utilisé le mot politique, mais c'est très politique, puis ça fait partie des contraintes pour nous aussi. Ensuite, la décolonisation, je vous ai mis un pilier. Là, il y a des choses qui sont nécessaires. Là, je pense qu'ils sont fondatrices, que ce soit de le voir d'une façon plus holistique, plus globale, de voir les besoins et les attentes des gens d'une façon plus holistique. Vous savez qu'on parle de coût de la médecine, par exemple, et les Autochtones ont tendance à considérer l'ensemble de la personne dans le développement, même professionnel, tandis que nous, on a tendance à focaliser sur les connaissances et les compétences. Dans les milieux autochtones, souvent, on va arriver et on va dire, ben, comment tu te sens là-dedans? Quel sens donnes-tu à tout ça? Et c'est des questions peut-être spirituelles, mais aussi affectives qui jouent dans le relationnel. Et il faudrait être capable, en fait, de voir ça de cette façon-là. Mais chez nous, nos processus sont tellement pas comme ceux-là. Puis on parle d'élaboration des politiques, on est tellement pas là, puis on est tellement dans du rationnel que c'est difficile de prendre en compte cette vision-là. Réduire les inégalités, ça va. Puis le dernier ici, super important, c'est qu'on parle de prendre en compte de façon systématique, il n'y a même pas de systématique, mais systématique, les droits étatiques et les droits aussi qui sont issus des traités. Ce n'est pas encore fait de façon systématique. Okay? On remet encore en question certains des droits. Puis on a aussi le droit à l'autodétermination. Hein. Vous savez que la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones qui a été anecdote, mais je ne sais pas si vous connaissez cette déclaration-là, elle a été écrite en 2017. Il y a plus d'une centaine de pays, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a plus d'une centaine de pays qui l'ont signé et qui ça a été accepté et validé. Du côté des Autochtones, du Canada, excusez-moi, du côté du Canada, on n'a pas accepté de la signer parce qu'on disait qu'on n'était pas un pays avec une historique de colonisation. C'est un peu fou, là, ce que je vous dis là, c'est pas le premier ministre actuel, là, mais en 2007, il faudrait faire le calcul. Le Canada finit par signer 10 ans plus tard. Donc, c'est quand même assez intense. On a ensuite, en matière de décolonisation, tout ce qui est, il y a quelqu'un, je pense que c'est F tout à l'heure que tu mentionnais, mais quand on parle de co-élaboration, de définition conjointe ou d'élaboration conjointe des politiques, on ne le voit pas encore suffisamment, mais ça ferait partie des stratégies en décolonisation. Prendre en compte les déterminants sociaux et économiques, on ne le fait pas non plus, là, okay, ni non plus pour les effets cumulatifs. Des encadrements, on prend des communautés comme Kitsakake, par exemple, il y a peut-être que quelqu'un pourra m'aider à mieux je ne me rappelle pas du nom exactement des encadrements. Il y a des encadrements municipaux qui sont par-dessus des encadrements provinciaux et fédéraux parce que c'est aussi géré par le fédéral. Donc, on en vient à finalement avoir des effets cumulatifs qui sont plus grands que chacune des choses qui est contraignante. Création d'un espace éthique, ça revient un peu à ce que je vous disais tantôt, mais en réalité, aujourd'hui, on n'a même pas ça. Donc, comment voulez-vous qu'on apporte des changements si au départ, on n'est même pas en train de se parler ouvertement et avec subjectivité, justement, d'entendre le point de vue de l'autre, de voir comment il comprend, d'accepter que c'est différent, mais d'accepter que c'est peut-être possible aussi de l'intégrer ça dans ma façon de faire. C'est vrai pour les politiques publiques, pour la mobilisation des connaissances, mais c'est vrai pour à peu près tout ce qui touche les Autochtones, selon moi. Ça va. Puis là, je vous ai mis une dernière bande, puis après, on passe à l'objectif 3. Identifier les racines structurelles des enjeux, parce que oui, des fois, c'est politique, mais des fois, c'est juste que c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, qui est pris, en fait, dans certains éléments historiques et politiques à travers les années qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, on parlait de ça, on parlait de décloisonner. On travaille en silo. OK, puis ça, c'est vrai partout. C'est fait dans plusieurs ministères, mais c'est dans plusieurs institutions du Québec et ailleurs. On travaille en silo. Même à l'université, par exemple, les départements travaillent très peu ensemble. On travaille, c'est une généralisation encore, mais est-ce qu'on pourrait décloisonner les politiques? Est-ce qu'on pourrait décloisonner les programmes aussi quand il y a trait à affaires autochtones, les deux A, c'est affaires autochtones? Et finalement, la distance dont on parlait tout à l'heure qui s'installe entre les différents groupes d'acteurs, puis on parlait d'une distance qui est philosophique, elle l'est certainement. Comment qu'on peut faire pour considérer finalement la manière dont l'autre fonctionne, la manière dont l'autre pense, mais aussi de considérer que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Parce que souvent, ce qu'on pense, c'est, ben là, j'inclurai pas ça va prendre toute la place ou ils veulent prendre toute la place. C'est pas ça du tout, hein. Imaginez notre système aujourd'hui, comme si ça faisait 400 ans, ça fait 400 ans qu'on est arrivé. Si on avait pris en considération la façon de vivre, les approches, la philosophie, l'épistémologie des Autochtones depuis 400 ans, on serait où aujourd'hui? En réalité, on demande simplement une ouverture pour pouvoir placer aussi qui on est, comment on conçoit le monde. Et ça devrait faire une société qui est plus riche, hein, finalement, en inclure tout le monde. C'est drôle parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup en éducation.
on est vraiment là-dedans, là, dans considérer la diversité, inclure, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement inclure? Qu'est-ce que ça veut dire réellement être équitable? Tout le monde va être équitable, mais tu demandes aux gens de dire, OK, puis comment on fait pour être équitable? Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas souvent la bonne réponse là-dessus. Là. Troisième objectif, on est en lien avec les considérations des éléments de contexte. Je vais arrêter là-dessus. Culturel, là, il y a 6 catégories de contexte là, qui sont ressorties de façon évidente. Puis je vous dirais que cette partie-là, dans notre rapport, est presque plus importante que les éléments qui ont trait au processus de mobilisation des connaissances humaines. Donc, on a tout ce qui concerne la culture, la langue, tout ce qui concerne le légal et le juridique. On parlait des effets que je me tout à l'heure, tout ce qui concerne l'administration, le politique puis l'historique, le socio-historique, je pense que on ne peut pas passer à côté. On parle ici finalement de reconnaître, de considérer tout ça, là, ça on dit depuis tout à l'heure, mais aussi tout ce qui concerne les méthodes et les pratiques de travail. Je vais me répéter parce que je pense que c'est assez important. On n'est pas seulement inclure les perspectives autochtones, ce n'est pas seulement inclure des contenus. Donc ici, par exemple, ce ne serait pas seulement d'inclure les besoins des Autochtones, ce serait aussi d'inclure leur façon d'écrire, d'élaborer les politiques, leur façon de voir l'éducation, mais aussi les pratiques qu'ils ont en lien avec ça. Donc, quand on parle excusez-moi, là, quand on parle de perspectives autochtones puis d'inclusion des perspectives autochtones, il faut absolument sortir des contenus puis arrêter de penser. J'ai l'exemple de l'éducation, mais les gens vont souvent dire, j'ai pas besoin d'inclure les perspectives autochtones parce que j'enseigne pas en histoire, moi. Je sais pas si vous comprenez où je m'en vais, mais c'est pas, non, mais c'est pas juste les considérations historiques qu'on doit changer. C'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Donc, revitalisation des cultures, des langues, des identités, là, je pense que ça, c'est clair. Puis la question des langues, par exemple, c'est fou. Là, au Québec, notre troisième langue, c'est l'espagnol. Hein. Tu sais qu'on on prend des cours de langue à l'université, au cégep, là, mais on va aller prendre un cours d'espagnol. On n'est même pas capable de dire oui en atikamekw, on va apprendre à l'enfant à dire ciao avant d'apprendre oui. Réduction des difficultés engendrées par la différence, ça va, puis prise en compte des éléments historiques. En réalité, c'est prise en compte des éléments des 6 contextes. J'ai mis lui parce que pour moi, l'historique a beaucoup plus de poids, c'est-à-dire il est beaucoup plus lourd de sens, il intervient beaucoup plus dans tous nos processus de mobilisation des connaissances que le reste, même si le reste est ressorti de façon importante. Voilà. Fait que là, je vous avais mis là, comme discussion finale, je pense que je vous ai mis comment on pense qu'est-ce que vous pensez de ces 3 objectifs-là, okay, de comment on peut finalement mettre ça concrètement dans nos processus, même dans votre façon de travailler puis de voir la vie, là, puis votre travail, mais aussi qu'est-ce que vous considérez comme solution en matière d'éthique par rapport à ça. Fait que je vais arrêter mon partage, puis je vous écoute. On fait un peu la même formule que tout à l'heure. Puis si vous voulez aussi en même temps, ce sera un bon moment pour poser des questions, puis essayer d'interagir les uns avec les autres. Chez les Autochtones, on a beaucoup la mentalité que finalement, un groupe, que ce soit un groupe classe ou que ce soit un groupe comme nous, on apprend les uns des autres.